après les missiles anti-chars, après la défense antiaérienne, après les chars légers, après les chars lourds, après aussi la demande d'avions de guerre, voilà que Kiev, par la voix d'un vice-ministre, demande maintenant des sous-marins. Oui, des sous-marins d'attaque. Pourquoi faire? Est-ce justifié? Cette demande est-elle, entre guillemets, sérieuse? Ou bien est-elle un peu extravagante? Mais il ne faut préjuger de rien. On va poser évidemment ces questions. Vous allez nous aider à répondre. D'abord, qui demande? Qui demande quoi? Et surtout, pourquoi faire? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui demande des sous-marins aujourd'hui en Ukraine? Eh bien, c'est l'actuel vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères qui le demande. Le voici, Andreï Melnik, 47 ans. Il a été pendant 7 ans ambassadeur d'Ukraine en Allemagne jusqu'en octobre dernier. Il connaît donc parfaitement les deux pays et c'est sur Twitter qu'il formule sa demande. Voici ce qu'il déclare. L'Allemagne produit l'un des meilleurs sous-marins au monde, le Class 212A. La Bundeswehr, l'armée allemande, en possède 6 de ce type. Pourquoi ne pas en envoyer un en Ukraine? Grâce à cela, nous expulserons la Russie de la mer Noire. Alors, de quel sous-marin parle-t-il? Eh bien, de celui-ci, le modèle de classe type 212 de confection allemande, 57 mètres de long, 2 ponts, capable de lancer une douzaine de torpilles anti-navires lourdes ou des missiles de courte portée, pouvant aller jusqu'à 250 mètres sous l'eau, avec à son bord 25 membres d'équipage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sous-marin bâti spécialement pour protéger les détroits. Il est bien plus autonome qu'un sous-marin classique, plus silencieux et particulièrement discret. Et je précise qu'Andreï Melnik n'est pas le cousin germain d'Alexandre Melnik. Il n'a pas de rapport avec vous. Ça ne s'écrit pas pareil d'ailleurs. Ah, ça ne s'écrit pas pareil. Alors, on a cru l'entrevoir, on a cru l'entendre rapidement, mais Lucille, pourquoi l'Ukraine demande-t-elle un sous-marin? À quoi lui servirait-il? Eh bien, voilà comment Melnik se justifie. En tant que consul général à Hambourg, j'étais à bord du U-212 à la base marine d'Eckenforde en 2008. Vraiment énorme. Un amiral m'a dit « Vous avez juste besoin d'un sous-marin pour contrôler la flotte de la mer Noire ». Contrôler la mer Noire, certes, et disons-le, dissuader les navires d'approcher les côtes, voire les détruire s'ils sont dans les parages. 25 navires y naviguent régulièrement. Rappelons que la mer Noire, c'est l'unique accès à la mer de l'Ukraine. Elle est stratégique pour 2 raisons. C'est la première voie d'exportation des céréales, mais il y a davantage. C'est actuellement la chasse gardée de la Russie. Les 25 bateaux russes y stationnent et certains d'entre eux ont déjà ouvert le feu sur l'Ukraine avec des missiles de moyenne portée. Un sous-marin, voire une frégate allemande, serait-il la parade? Oui, selon certains experts, c'est le cas de John Mew, un ancien officier de l'US Navy et de l'OTAN. Voici ce qu'il déclare. Je trouve que c'est une idée brillante. Rien ne perturbe mieux qu'un sous-marin de ce type. Ils surpassent souvent les sous-marins nucléaires et peuvent perturber les opérations de surface. En plus de perturber donc la marine russe en mer Noire, il minimisera le transit des ressources à travers les détroits des Dardanelles, du Bosphore, vers ou depuis la Méditerranée. D'autres experts ont plus de doutes. Écoutez l'amiral Michel Ogalaray. Il y a quand même des missiles anti-navires qui interdisent aux Russes de s'approcher et de loin des côtes. D'ailleurs, le Moskva a été quand même coulé. Alors, donc, on n'a pas besoin de mettre une frégate. Et une frégate seule pour combattre les sous-marins russes, ce serait un peu léger. Et un sous-marin tout seul, bon, fini, c'est ridicule, terminé. Le Moskva auquel il fait référence, vous savez, c'est ce croiseur russe, la pièce maîtresse de la flotte russe en mer Noire que les Ukrainiens ont frappé au large des côtes d'Odessa au mois d'avril dernier. L'attaque a été menée par des missiles ukrainiens tirés depuis le sol. La Russie elle-même a reconnu de lourdes pertes humaines et matérielles. Et à l'époque, cette humiliation suprême n'avait échappé à personne. Merci Lucille. Alors avant de s'interroger sur le bien fondé de cette demande ridicule, dit l'amiral Olagaray, vous nous direz dans un instant, Dominique, si vous partagez le même avis, mais simplement pour qu'on se fasse une idée. S'il faut 2 à 3 mois pour former un équipage pour conduire un char lourd, combien de temps faudrait-il pour former un équipage pour conduire, entre guillemets, piloter un sous-marin d'attaque comme celui-là? L'Ukraine n'a pas de sous-marin aujourd'hui.
Oui, à ma connaissance, l'Ukraine n'a pas de sous-marin. L'Ukraine n'a plus de marine, d'ailleurs. La marine ukrainienne a été détruite. Enfin, les quelques bateaux qu'il y avait. Donc, il faudrait tout réinventer. Je suis un peu de l'avis de l'amiral. Hein. Ça ne mérite pas beaucoup d'attention. C'est insensé pour vous? C'est insensé d'abord parce qu'un Tchak, comme il dit, bon, il faut former les gens, on parle toujours de la logistique, etc. Mais tout bêtement, c'est une question qui ne peut être envisagée qu'après la guerre. Puisque je rappelle que les bateaux ne pourront pas franchir les détroits. Donc pour venir en mer Noire, d'Allemagne, je vois difficilement comment franchir les détroits parce que la Turquie a fermé le détroit, contrôle l'accès à la mer Noire depuis la Méditerranée. En application des règles internationalement reconnues. Hein, c'est la Turquie qui est garante du franchissement des détroits. On ne pourrait pas amener ce sous-marin par la terre? Ça me paraît compliqué. Hein. Je ne vois pas encore les camions qui sont capables de les porter. Non, c'est un sujet, ça ne peut arriver que par la mer. Donc la première question, c'est comment franchir les détroits après la guerre. Donc on peut se poser cette question pour après la guerre. Et là, on se pose une autre question fondamentale, de quelle marine l'Ukraine a besoin après la guerre, et donc de quels moyens elle a besoin, et non pas un sous-marin, une frégate, parce que les Allemands sont en train de... En fait, l'affaire vient parce qu'il y a une frégate allemande qui vient d'être désarmée. Et donc, désarmée, ça veut dire que la marine allemande ne sait pas quoi en faire, donc ça se vend pas très cher. Donc c'est ça la question de base. Enfin, il évoque un sous-marin. Oui, mais il rajoute un sous-marin pour faire bon poids avec la frégate. Hein. Mais bon, et si vous voulez, quand il vous dit fantastique, j'ai vu un sous-marin dans une base navale allemande et l'amiral m'a dit vous avez besoin d'un sous-marin pour, etc. C'est ce que j'appelle du marketing. C'est-à-dire qu'on voulait lui vendre un sous-marin. Parce que c'est un amiral allemand qui lui disait ça. Hein. Ah, il lui disait pour exporter le matériel naval allemand. Donc, si vous voulez, ça me paraît totalement irréaliste aujourd'hui parce qu'ils n'arriveront jamais. Et deux, ça me paraît du gadget parce que ça ne correspond pas à une question de quelle marine l'Ukraine aura besoin lorsque la guerre sera terminée et qu'il s'agira de reconstruire l'Ukraine. Et là, il faudra y réfléchir. Si on met de côté la question logistique, c'est-à-dire comment acheminer un sous-marin aujourd'hui en mer Noire, ce qui est virtuellement impossible. Si on met ça de côté, est-ce que ça aurait un sens pour l'Ukraine d'avoir un sous-marin dans la perspective qui est donnée par ce vice-ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire contrôler, dissuader et peut-être attaquer en dernier ressort la marine russe? Mais faut pas se poser les questions par le petit bout de la lorgnette, parce que où est-ce que sera la marine russe? Sébastopol sera toujours russe ou pas? Il faut se poser toutes ces questions-là. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut se poser la question qu'à la fin de la guerre. Quand on saura, la mer Noire, elle est à qui? Aux Turcs, aux Russes, aux Ukrainiens, aux Roumains. Bon. Aujourd'hui, de fait, elle est sous contrôle russe. Elle est... Alors, oui, parce que pas le sud, hein, parce que je ne crois pas qu'ils se frottent aux Turcs, mais effectivement, tout le nord est sous contrôle russe. Sauf qu'on a bien vu qu'ils ne contrôlaient pas trop. On a bien vu la Moskva qui a été coulée. Ce sont des armes à terre qui les ont coulées. Donc, des missiles, oui, comment on appelle ça? Sol-mer. Sol-mer, oui. Sol-mer, qui ont coulé le Moskva. Oui. Et donc, la vraie question, je répète, pardonnez-moi, je me répète, mais il faudra se la poser quand on sera arrivé au bout du chemin et qu'on se dira de quoi l'Ukraine a besoin, sachant il restera une marine russe avec Sébastopol ou pas, et quelle sera la configuration. Et à ce moment-là, on pourra se poser la question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'opération contre le Moskva pourrait se reproduire contre d'autres navires de guerre russes dont on a bien vu qu'ils étaient maintenant partie prenante du dispositif pour lancer des missiles contre l'Ukraine et contre ces installations civiles dont on parle tant? En fait, les attaques du sol, à partir du sol, font que la marine russe est obligée de reculer d'au moins 100 km. Donc elle recule, sauf que les missiles qu'elle envoie sont des missiles à très longue portée. Donc ils peuvent les tirer, même parfois ils les tirent de la Caspienne. Donc vous voyez, de vraiment très loin. Donc c'est un autre sujet. Je veux dire, la menace russe sur l'Ukraine par la marine russe peut venir de beaucoup d'autres endroits que la mer Noire. Et donc voilà, mais effectivement, ils ne peuvent plus, le blocus au sens propre et proche d'Odessa, par exemple, ne fonctionne plus de la même manière, parce que les bateaux sont obligés... Souvenez-vous, on parlait de la menace sur Odessa. On n'en parle quasiment plus. Qu'ils reçoivent des missiles, peut-être, il n'y a plus de menace sur le port d'Odessa, parce que la marine russe est obligée de partir trop loin. Souvenez-vous de l'île aux serpents.
aussi, qui était un point stratégique dans la mer. Il a été évacué par les Russes. Donc, le contrôle, c'est comme le contrôle aérien. Vous savez, le contrôle aérien de l'Ukraine n'est pas fait par les avions russes. Il n'y a pas d'avions russes au-dessus de... Oui. Et là, c'est pareil. Sur la mer, ils ont été obligés de reculer. Vous voulez dire que l'Ukraine, via l'île aux serpents, ou via même ses ports, a les moyens de s'attaquer à la marine russe sans avoir recours à un sous-marin qu'elle n'a jamais compté dans son arsenal. Si la marine se rapproche plus. En revanche, elle ne peut pas empêcher des bateaux qui sont loin de lancer des missiles qui sont à longue portée. Ça, elle ne pourra pas l'empêcher. Vincent, dans ce cadre-là, pourquoi cette demande du vice-ministre des Affaires étrangères? C'est une déclaration à l'emporte-pièce? À mon sens, c'est plus de l'ordre du ballon d'essai et du maintien d'une forme de pression sur les alliés occidentaux qu'une demande pragmatique et réaliste. D'abord, je fais observer que cette demande, elle est convoyée via le fil Twitter de l'intéressé, qui mentionne, je l'ai vérifié tout à l'heure, de manière convenue, mes opinions ne reflètent pas nécessairement les positions des autorités ukrainiennes. Et d'ailleurs, dans sa version initiale, j'épargnerai la traduction mot pour mot à cette heure de grande écoute, mais il commence par disant « Je sais que je vais encore déclencher une tempête de M, 3 petits points ». Donc il y a un côté boutade des provocations. Au fond, ce sous-marin dernier cri, c'est presque un produit d'appel par rapport à la frégate, une frégate qui s'appelle la frégate Lübeck, qui a été désarmée depuis plusieurs années. Qui a été lancée allemande, donc. Il y a 3 décennies exactement. C'est un âge canonique pour une frégate de cette nature. Et si vous voulez, j'ai vraiment l'impression qu'il lance ce ballon d'essai en disant tout de suite après... mais de toute façon, même si on n'a pas la frégate, si on nous cède les missiles Harpoon ou bien Sea Sparrow, qui sont des missiles de qualité, pour le coup, performants, ce sera déjà bien. Donc je crois qu'on est vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs... c'est-à-dire demander plus pour obtenir le minimum. Pour maintenir cette forme, effectivement, de pression. Puis, dernière remarque, vous savez, il y a un site néerlandais qui s'appelle le site Oryx, qui fait un travail assez remarquable de ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte, en collationnant des données et surtout en établissant un compte extrêmement précis des pertes matérielles. Et le site Oryx a immédiatement réagi en disant « Mais pourquoi ne pas ajouter à votre liste des courtes un porte-avions de classe Nimitz tant que vous y êtes ?» Donc un porte-avions à propulsion nucléaire, géant, etc. C'est pour ça que j'ai plutôt cette lecture-là décalée qu'une lecture, je dirais, au premier degré d'une requête officielle. Qui ne passe pas par Twitter en règle générale de toute façon. Bon, et dans ce contexte-là, avec ces éléments d'interprétation-là, est-ce que cette demande n'est pas contre-productive? C'est-à-dire que, vu d'Occident, on peut, et certains vont se dire, c'est un peu fantaisiste. C'est un peu fantaisiste. Et du coup, faire l'amalgame avec d'autres demandes d'armement qui, elles, peuvent paraître beaucoup plus fondées. Vous savez, Andrei Melnik est un personnage assez spécial. Il a été plusieurs années ambassadeur en Allemagne. C'est un homme très cultivé. Il a un doctorat en histoire. Et toutes ces années, il a fait des provocations, parfois en insultant la direction allemande. Et donc, le bilan est assez contradictoire. D'une part, je pense qu'il a poussé les Allemands à considérer certaines demandes ukrainiennes, etc., parce qu'il avait aussi du soutien dans une partie de l'opinion publique, de la classe politique, etc. Et d'autre part, il se permettait des boutades presque indécentes, comme quand il a appelé Scholz, qui a critiqué le refus des Ukrainiens de recevoir le président allemand parce que l'Allemagne avait une politique indécise. Président Steinmeier. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, il a appelé, il n'y a pas de bonne traduction en français, mais saucisson au foie, et c'est un saucisson qui est confectionné d'abat et qui est beaucoup moins cher. Il a qualifié Olaf Scholz de saucisson au foie. Oui, saucisson au foie, et ce qui est, bon, c'est pas le salami, hein. Saucisson au foie, c'est un produit qu'en Russie on donnait aux chats, par exemple. Oui. Vous voyez, donc c'est d'ailleurs une des raisons, probablement, parce qu'il y avait des scandales liés à son nom,
qu'il a été finalement promu à un autre poste. Il est vice-ministre des Affaires étrangères depuis cet été. Mais... en même temps, ça ressemble à une promotion, c'est-à-dire que vice-ministre des Affaires étrangères... Bien sûr, mais c'est parce qu'il a aussi ranimé le débat, il a alimenté ce débat avec ses boutades, ses critiques, etc. etc. Donc il a joué un rôle à la fois positif et négatif, et je pense qu'il continue sur la même lancée. Avec cette demande. Avec cette demande qui n'a strictement aucun... qui est hors sol. Voilà, c'est qu'à de le dire pour un sous-marin, mais... Oui. De totalement fictif. Mais peut-être Vincent a raison, comme il ajoute ensuite d'autres choses, peut-être que finalement il aura des missiles ou autres comestibles, si l'on peut dire, mais bien sûr pas ce sous-marin. Oui. Et selon vous, Alexandre, donc cette demande peut presque embarrasser davantage Volodymyr Zelensky qu'elle ne le servirait. Justement. En tant qu'ancien diplomate et aussi quelqu'un qui s'appelle Melnyk aussi, je m'intéresse beaucoup au parcours et aux activités d'Andrei Melnyk depuis des années. Donc je lis ce qu'il écrit, je le suis sur Twitter, etc. Je constate une chose assez intéressante. C'est un diplomate complètement atypique, qui n'est pas du tout dans une certaine normalité diplomatique, qui essaie d'innover, finalement, de réinitialiser la notion de diplomatie, ne serait-ce que pour connecter cela aux réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il fait, ce sont finalement des punchlines. Il fait le buzz. Il fait le buzz avec les mots qu'il choisit. Ce sont les mots calibrés. Quand il dit sous-marin, tout le monde s'intéresse au sous-marin parce que c'est facile à visualiser, ça fait parler. Donc, c'est quelqu'un qui teste les limites de la diplomatie et aussi à titre personnel. Je dirais, si vous me demandez de cerner un peu sa personnalité, c'est quelqu'un qui explore les limites du possible, ce qu'on appelle en anglais borderline. Donc, qui va toujours jusqu'au bout de cette démarche-là et finalement, parfois, il repousse les limites. C'est-à-dire, il dit quelque chose que beaucoup de gens pensent bas, mais qui ne disent pas haut. Et donc, quand il dit à propos des sous-marins, évidemment, c'est complètement farfelu, c'est complètement fantaisiste, et le général a très bien expliqué qu'on ne peut pas transporter le sous-marin par terre, ni par avion, etc. Mais, en même temps, ça pose une problématique beaucoup plus importante pour les Occidentaux, que finalement, nous faisons tout ce que l'Ukraine demande, de façon officielle, et finalement, il faut donner à l'Ukraine tous les moyens de se battre aujourd'hui, de se défendre aujourd'hui. Oui, mais c'est à double tranchant. Mais elle pousse le bouchon trop loin, ne serait-ce que pour susciter notre débat sur cette antenne. Et donc ça fait partie de ce nouveau logiciel du fonctionnement de la diplomatie, je répète, connecté à l'ère du temps, connecté à ces réseaux sociaux qui s'adressent aux jeunes, qui s'adressent à ceux qui suivent les réseaux sociaux. C'est pas simple parce qu'au moment où l'Occident vient d'accepter de livrer des chars lourds à l'Ukraine, comment dire, il y a un présupposé de crédibilité qu'on accorde à l'Ukraine, à Zelensky, sur le fait que nous, on a toujours eu peur des soi-disant lignes rouges. Finalement, on les outrepasse les unes après les autres et d'une certaine manière, on peut être enclin à se dire que c'est l'Ukraine qui voit à long terme, qui voit juste dans la manière de répondre à cette agression. Et là, brusquement, on peut se dire, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, vous mettez le doigt, David, sur, à mon avis, un aspect symbolique essentiel. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, de l'usage que la propagande pro-Poutine a pu faire de l'hypothétique arrivée de chars allemands frappés de la Croix Noire, de la Bundeswehr, sur le territoire ukrainien. Bon. Eh bien, les sous-marins, ça rappelle aussi historiquement les U-boats. C'est-à-dire que les Unterseeboot, donc sous-marins en traduction allemande, qui eux-mêmes renvoient Première Guerre mondiale, on coule le Lusitania, Deuxième Guerre mondiale, on arrive dans les ports de Brest, La Rochelle, etc., etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit d'une très grande habileté, parce qu'il est évident que les mêmes propagandistes vont évidemment recourir aux mêmes arguments en disant « Voyez, il y a une continuité néo-nazis, pour reprendre leur terminologie. » Deuxième point, je termine là-dessus, il y a un petit côté historique subliminal avant de dire son message. Ultérieurement, il explique que pour lui, ça lui rappelle le traité de paix de Paris 1856, défaite russe
de guerre de Crimée. Et à ce moment-là, effectivement, interdiction effective de tout navire, tout bâtiment russe dans cette zone-là. Donc c'est l'après dont Dominique Trinquant parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il se projette dans l'idée qu'il y ait un jour une mer Noire qui soit libre de tout bâtiment militaire russe.